Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Merci, Monsieur le Monsieur le ministre. Président, Mesdames, Messieurs les députés. Bon, merci pour la franchise, la liberté et la multitude de vos questions. Je vais tâcher de n'oublier personne et de répondre le plus précisément possible. Alors, vous avez posé beaucoup de questions sur le projet du Code minier. Déjà, l'état des témoignages que vous donnez issus de vos terrains respectifs montre que ce code ne marche pas, puisque finalement, on n'arrive même pas à, même quand ça n'est pas terminé, on n'arrive pas à avoir compréhension, connaissance de la population des enjeux. Donc on n'associe pas la population. Bon, c'est bien un des points auxquels il faut remédier. Et en plus, lorsqu'il y a des enjeux juridiques comme limonade, qui est un permis qui a été signé par mon prédécesseur, donc je vais vous expliquer en quoi, comme ça vous épargnera la critique inutile adressée au pauvre ministre du redressement productif, qui est tenu par les conséquences juridiques d'un acte créateur de droit. C'est-à-dire quand le droit est là, vous ne pouvez plus retirer, parce que sinon c'est un contentieux, c'est des indemnités dans une période de disette budgétaire qui serait malvenue. Bon, donc on voit bien que par tous les bouts, on prendrait ce code minier qui a 50 ans, à peu près, nous n'arrivons pas à nous en sortir. C'est la raison de la réforme. Alors, il y a des points sur lesquels je ne reviendrai pas. S'il y a des questions qui ont été posées, néanmoins, c'est l'indépendance. Nous ne souhaitons pas confier à une autorité indépendante le soin de prendre la décision politique. Les comités Théodule, tout ça, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, nous assumons la responsabilité politique. Néanmoins, nous souhaitons que l'autorité qui mènera l'instruction et l'association des ONG et des populations soit, elle, indépendante. Nous avons une certaine expérience dans les débats publics sur les infrastructures. Ça n'a jamais posé aucun problème de nommer des autorités indépendantes, de les faire fonctionner de façon indépendante, d'organiser le débat de manière à ce que l'équilibre ait lieu et que le croisement des positions contradictoires se respecte. Et nous savons faire absolument ça. Donc je répondais à la question de Philippe Plisson. Il a été posé des questions sur la fiscalité minière. Rien n'est arbitré sur ce sujet. Car si c'est de la fiscalité, c'est la loi de finances. Si c'est le code minier, c'est des redevances, avec des règles assez immuables. Quel est l'esprit dans lequel nous travaillons, nous, au ministère du redressement productif? C'est quand même d'abord d'associer les territoires. C'est-à-dire que les territoires doivent être, j'allais dire, rétribués pour les efforts qu'ils font. C'est quand même bien le minimum. Donc, qu'ils soient d'ailleurs d'outre-mer ou de métropole, cela n'a pas grande différence, puisque souvent ce sont eux qui seront associés à la réfection des infrastructures pour la desserte, qui seront associés à la remise en ordre après, qu'on le veuille ou non. On connaît bien les lois sur les dépollutions des sites d'exploitation de toutes sortes. Nous voyons bien que ce sont les collectivités qui se tapent 100 ans après des friches indébrouillables avec des dégâts sur les finances publiques considérables. Donc notre projet est quand même de faire très attention à l'après-mine, ça a été posé par certains d'entre vous, et d'organiser, si possible, un fonds de solidarité nationale qui permettrait de suppléer aux exploitants défaillants. Et en tout état de cause, de faire face, pendant la durée de l'exploitation, offrir aux collectivités locales une juste rémunération pour les efforts consentis de l'accueil d'une activité lucrative au partage de la richesse. Ils devraient, à juste titre, être associés. Alors, le débat redevance-fiscalité n'est pas tranché, n'est pas arbitré. Vos lumières nous intéressent. Et de ce point de vue, nous avons un groupe de travail bipartite. Nous ferons des propositions et puis nous avancerons vers la rédaction du texte. Le rapport Thiot, d'ailleurs, fait des propositions assez intéressantes. Est-ce que je n'ai pas dit, je réponds à M. Pancher, je n'ai pas dit que le schéma d'exploitation minier serait approuvé par le Parlement, qu'il aurait force de loi. J'ai dit que nous allons l'établir sous le contrôle du Parlement. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc les mots ayant un sens, je ne voudrais pas qu'un jour, au procès-verbal, vous exhibiez de fausses promesses de ma part, car restons précis, il s'agit bien d'un travail itératif où le gouvernement est responsable de ses choix politiques, mais il le fait sous le contrôle et la censure du Parlement.
Donc nous serions parfaitement dans cet équilibre-là, qui est un équilibre de transparence, de discussion et du terrain, parce que les parlementaires, sénateurs et députés ont des choses à dire sur ce qui se passe sur leur terrain. Et ça nous intéresse. On considère, dans l'esprit démocratique contemporain, moderne, sixiémiste, dirait M. Lambert, la population a tout intérêt à être intéressée aux enjeux, pas seulement du not in my backyard, le fameux NIMBY. J'en veux pas, je veux le mettre chez les autres. Je veux bien prendre le TGV, mais à condition qu'il passe chez les autres. Je veux bien prendre l'avion tout le temps pour mes vacances, mais je veux que l'aéroport soit chez les autres. Non, il y a la conciliation des contraires, c'est-à-dire l'intérêt collectif, c'est la prise en compte de l'intérêt général, où chacun porte une part des valises de la Maison France, et y compris dans la part de nuisance acceptable que chacun est capable de prendre en charge, quelle qu'elle soit. Donc la position individualiste n'est pas acceptable. Donc la meilleure manière d'éviter et de faire progresser l'intérêt général, c'est que tout le monde participe à l'intérêt général et donc soit capable de renoncer contre des avantages, d'accepter des inconvénients pour obtenir des avantages. Donc c'est ça l'esprit de l'intérêt général et c'est un peu l'esprit du code minier. C'est-à-dire qu'en fait on discute des enjeux économiques, des avantages, des inconvénients, et on discute aussi des atteintes, des avantages, des inconvénients. Et puis ensuite, quand on a trouvé des points d'équilibre, on essaie à peu près de mettre tout le monde d'accord. Si on n'y arrive pas, il y a un moment, il y a une autorité qui tranche, c'est le pouvoir politique. C'est comme ça qu'on fait, on a toujours fait comme ça. Aucune raison d'attendre, dans le silence de la population, je prends l'exemple de la Sarthe, Madame Dubois, dans le silence ou dans l'opacité, on va dire, ou l'absence de transparence, les enquêtes publiques anonymes, vous savez, au bureau dans la salle des fêtes du 3e village du chef-lieu de canton où on va mettre un mot, le commissaire enquêteur ramasse les copies au bout d'un mois. Franchement, ça marche pas. Sinon, il n'y aurait pas de contestation après. Donc, il faut moderniser cette procédure. Donc, l'esprit participatif est le nôtre. Et Madame Bateau, moi-même, partageons cette conviction. C'est que c'est un apport et un atout dans l'intelligence collective pour arriver à la prise en compte de tous les enjeux. Alors, ça, c'est sur la procédure, la fiscalité. Et puis, peut-être pourrais-je dire un mot, en serrant un peu les questions, des différentes techniques, puisque cette question m'est posée. Gaz de houille, gaz de mine et de couche, gaz de schiste. Bon. Vous connaissez la politique du gouvernement, elle a été énoncée par le président de la République dans sa conférence de presse du mois de novembre, je crois, où il a dit pas de fracturation hydraulique, la loi reste en l'état. Si elle est attaquée devant le Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel rendra sa décision, elle s'imposera au gouvernement et à toutes les autorités, et il faudra dans ce cas-là que le Parlement se repositionne ou pas, on verra. Ça, nous n'en sommes pas là, nous ne nous plaçons pas dans cette hypothèse. Mais néanmoins, a-t-il dit, nous n'excluons pas la recherche sur l'évolution technologique postérieure à la fracturation hydraulique. Quel est le problème de la fracturation hydraulique, qui est une technique commune à l'exploitation des hydrocarbures, à la géothermie profonde et à l'exploitation des gaz de schiste? C'est qu'il y a plusieurs problèmes. Est-ce qu'on est contre le fait que la roche puisse être fracturée? Ça, y a des gens qui disent ce n'est pas en soi le problème c'est l'injection d'un certain nombre de produits chimiques qui causent un dégât irrémédiable au sous-sol, qui risquent de produire des pollutions irrémédiables sur les nappes phréatiques, qui portent une atteinte d'ailleurs peu maîtrisée à l'état à l'état géologique sous le sol. Et donc, cette technique, à juste titre, est prohibée. Et nous observons aux États-Unis un mouvement environnementaliste de plus en plus puissant, refusant cette technologie. J'ai même entendu des témoignages de frackers, comme on dit ceux qui pratiquent le fracking, c'est-à-dire la fracturation hydraulique, dire ce n'est absolument pas smart et elegant. Voilà les mots qu'ils emploient, euphémisés pour dire qu'ils savent eux-mêmes que cette technologie est dangereuse pour l'environnement. S'il advenait qu'une technologie puisse, épargner l'injection de toute forme de produits qui ne seraient pas naturels, et qui épargnerait les produits chimiques, permettrait, là, évidemment, ce serait intéressant qu'on fasse des expériences. En tout cas, je suis favorable à l'expérience. Pourquoi? Alors après, il y a le débat plus général évoqué par Denis Baupin, qui dit les hydrocarbures
nous ne pouvons pas continuer à extraire des hydrocarbures. Il est évident que comme on importe des hydrocarbures, 98%, 70 milliards, 65 milliards, enfin des sommes astronomiques, il n'est pas inutile, plutôt que de le payer à prix d'or entre les mains des autres, de faire en sorte que nous puissions nous-mêmes extraire ce que nous avons nous-mêmes. En tout cas, ça mérite d'être mis dans la balance de l'intérêt économique, de la souveraineté nationale, d'autant que l'Agence internationale d'énergie, qui est parfaitement en ligne avec nos objectifs de transition énergétique, qui défend partout l'idée qu'il y a un risque sur l'augmentation de la température mondiale, que nous sommes en zone dangereuse sur le siècle qui vient de s'ouvrir sur le réchauffement climatique, reconnaît elle-même qu'il y a une résilience puissante des hydrocarbures et qu'on va continuer à en extraire malgré le dépassement du pic pétrolier. Donc nous voyons bien que nous allons continuer à importer des hydrocarbures, et je dois vous dire que lorsque je lis dans les scénarios des différentes organisations non gouvernementales écologistes qu'il faut remplacer le nucléaire par le gaz parce qu'on ne peut pas faire autrement, je préfère, plutôt que l'importer, je préfère l'extraire. Donc il faut savoir ce qu'on veut, car nous sommes dans des scénarios qui sont le choix entre différents impossibles. On ne peut pas tout faire. Supprimer le nucléaire, importer du gaz, importer du pétrole et financer des énergies renouvelables qui sont plus chères que les précédentes énergies. Donc nous avons là un des impossibles à résoudre. Alors moi je ne suis pas le ministre des Énergies, mais je pense que le choix, le débat qui va s'engager dans la société, là aussi, doit finalement arbitrer entre ces impossibles. Il y a des choix à faire. C'est d'ailleurs, je cite Nicolas Hulot, qui, dans la conférence environnementale que je copilotais avec Delphine Batho, nous a dit oui, nous avons à faire des choix qui sont entre différents impossibles ou inacceptables. Donc, qu'est-ce qu'on va inaccepter et qu'est-ce qu'on va accepter? Voilà, c'est ça le débat de la transition énergétique. C'est pas le débat de on veut pas de ci et on veut ça. Bien sûr qu'on voudrait ça, ça serait formidable. On préférerait, mais il y a un réalisme qui malheureusement nous rattrape. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles moi je me déclare favorable à l'expérimentation technologique sur notre territoire, pour que nous acquérions éventuellement ces technologies si elles venaient à dépasser les dégâts de la fracturation hydraulique, point numéro un. Deuxièmement, dès lors qu'il n'y a pas de fracturation hydraulique, il n'y a pas d'interdiction. Le gaz de houille et le gaz de mine sont des gaz qui s'obtiennent parce que la roche, c'est-à-dire le charbon, est lui-même déjà poreux et fracturé. Il n'y a pas besoin de le fracturer. Et il est fissuré, exactement. Donc c'est un gaz accessible. Le démonstrateur qui existe par la société EGL en Lorraine, je vous invite à aller le visiter d'ailleurs. Vous pourriez obtenir des informations au même niveau que le gouvernement, car il n'y a pas de secret en la matière. Moi, je ne fais que faire connaître des choses qui sont dans le domaine public, et le président de la région Lorraine se fera un plaisir, lui qui a vu fermer les mines, de voir comment on peut les réexploiter, comme dans le Nord-Pas-de-Calais. Je dois vous dire qu'il y a là, aujourd'hui, j'ai commandé un certain nombre d'études pour mesurer la faisabilité économique de ce modèle, les réserves de ces gaz qui se situent dans les veines de charbon inexploitées. L'économie de la mine de charbon dans les années du siècle précédent qu'affectionne Denis Baupin, on descendait rarement, que très rarement au-delà de 500 mètres, parce qu'après, le soutènement était extrêmement coûteux et finalement rendait intolérable sur le plan économique l'exploitation du charbon. Mais les techniques aujourd'hui d'extraction du gaz permettent d'aller à des profondeurs qui permettent de suivre même les veines de charbon et donc d'obtenir le fameux grisou qui est du méthane et de faire en sorte que ce méthane puisse être exploitable à l'état quasiment naturel. Nous avons là, d'après les premières informations, je les place sous réserve, entre 5 et 10 ans de la consommation de gaz naturel totale de la nation. Je ne pense pas, alors que nous importons 40 milliards de mètres cubes par an, que cela correspond à 20% du mix énergétique, que ce soit un débat anecdotique. C'est un débat qui mérite d'être travaillé, et je suis prêt à associer votre commission pour que nous en examinions ensemble les tenants et les aboutissants. Le jour où je vais en Lorraine, vous me dites qui je dois emmener, nous emmenons une pluralité de parlementaires de manière à ce que nous examinions ce qu'est ensemble ce gaz de houille. Le gaz de mine ayant la même connotation, la même technologie, mais étant moins important puisqu'il s'agit d'aller chercher là où les veines de charbon ont déjà été explorées ou exploitées. Donc nous avons un enjeu d'indépendance énergétique, mais pas qu'énergétique, de souveraineté économique. Les prix de l'énergie étant en train de s'envoler,
la reprise en main de notre destin sur ce terrain-là devient de plus en plus, non seulement rentable, mais devient de plus en plus nécessaire. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Donc moi, je ne peux pas dire aux Français, alors que nous cherchons les voies et les moyens du redéveloppement de notre économie, alors que partout dans le monde, les arbitrages mondiaux sur l'usage de l'énergie pour les industries électro-intensives ou énergie-intensives sont en train de se faire au profit des régions à basse pression des prix de l'énergie, avec des délocalisations massives. Je prends l'exemple, j'ai répondu à Mme Bonneton à l'Assemblée mercredi dernier, à ce sujet, député écologiste qui m'interrogeait sur l'aluminium. L'aluminium, en 20 ans, nous avons perdu. Alors pourquoi l'aluminium ? 40% du coût de revient de l'aluminium, c'est le prix de l'électricité, puisqu'il se produit, l'aluminium primaire se produit par l'électrolyse. Eh bien, nous avons perdu en 20 ans 1 million de tonnes de capacité de production sur le sol français, qui sont partis en Russie, au Canada, dans les pays du Golfe maintenant, Australie, des pays où le choix stratégique de la nation est de faire baisser le prix de l'énergie accessible aux industries. Et dans l'arbitrage Europe-monde, nous avons déjà perdu la bataille. Et dans l'arbitrage intra-européen, les Allemands ont décidé de mettre le prix de l'énergie en augmentation sur les ménages et le prix de l'énergie vis-à-vis des industries en baisse. Donc nous sommes en train d'être rattrapés sur le prix de l'énergie. La conséquence, c'est que nous importons de l'aluminium, et si j'ai tant de mal à empêcher la fermeture de l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne, qui est le lieu où on a inventé l'aluminium en France il y a un siècle, c'est précisément parce que Rio Tinto a décidé de partir dans son propre pays, le Canada, d'aller investir ailleurs, là où le prix de l'énergie est moins élevé. Donc, nous allons dans le questionnement public, le débat public, qui est un débat difficile, mais qui devra être raisonnable et équilibré. Nous allons devoir nous interroger sur notre capacité à rester attractif sur le prix de l'énergie pour les électro-intensifs. Mon idée est que le gaz de houille, le gaz de mine, c'est un réseau à part qui nous permettra de financer notre compétitivité industrielle. Voilà. Et je préfère le produire plutôt que l'importer. C'est le gaz made in France. Voilà. C'est pour ça que j'emploie cette formule, parce qu'au moins les choses. Alors, sur le gaz de schiste, je vous ai dit ce que j'en pensais. Nous devons laisser faire la recherche scientifique, ou en tout cas l'accompagner. Une mention particulière. Le ministère du Redressement productif est très attentif à l'idée que ce ne soit pas des intérêts industriels privés qui pilotent ce processus, mais bien un service public de la recherche scientifique. Et par ailleurs, si nous devions décider d'explorer, peut-être d'exploiter, nous le ferions d'ailleurs sous le contrôle du Parlement. Ce serait une loi qui le ferait. Donc ne vous inquiétez pas, le gouvernement n'a pas de compétences en la matière, c'est vous qui êtes compétents et vous en débattrez et vous formerez une majorité ou pas à cette fin. Donc le débat, il aura lieu ici, il n'aura pas lieu, on ne va pas octroyer des permis par des directeurs de cabinet. Je fais une référence assez nette à nos prédécesseurs, pour exploiter le gaz de schiste. Il y aura un débat national. Dans le cas de la transition énergétique, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, et on pourra décider ce qu'on fait. Et là, je crois qu'il est normal que ce soit une société, une compagnie nationale qui puisse maîtriser, sous le contrôle du gouvernement et du Parlement, les tenants et les aboutissants d'une éventuelle mise en exploitation d'un gaz de cette nature pour éviter, j'allais dire, les dérapages que nous avons vus dans de nombreux pays. Enfin, ça, c'est une position exprimée par mon seul ministère. Je n'en ai pas ni débattu, ni conféré avec d'autres. Je voudrais peut-être répondre aussi à des questions assez précises qui m'ont été posées sur les carrières et les granulats. Nous importons aujourd'hui un certain nombre, parce que nous n'arrivons plus à ouvrir des carrières, nous importons aujourd'hui, c'est le cas du déclin de notre économie depuis un certain nombre d'années, par exemple, du clinker. C'est du semi-produit qui permet de faire du ciment, alors qu'on en a toujours fabriqué. Donc on importe l'aluminium, tout ce qu'on a inventé, tout ce qu'on a fait, on l'importe. Pourquoi ? Parce qu'on s'interdit, nous-mêmes, d'exploiter nos ressources qui sont assez abondantes, riches, et nous pourrions le faire de façon intelligente et équilibrée. C'est l'esprit du Code minier. Donc le Code minier a pour objectif quand même, on a des augmentations d'importation de 5% chaque année, et là de 10% en 2012-2013. Donc vous voyez quand même qu'on est quand même les champions de l'importation. Comme si la France pouvait se le permettre
Nous ne pouvons plus nous permettre ce type de désinvolture vis-à-vis d'un grand nombre de secteurs qui aujourd'hui sont de plus en plus importateurs, alors que nous pourrions nous-mêmes être producteurs. Ce n'est pas une petite affaire. Le redressement productif, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas qu'un problème des années 30, du siècle précédent, c'est le problème de ces années-là où nous avons un pays qui ne sait pas comment il va payer son modèle social, comment il va payer sa sécurité environnementale, comment il va payer son niveau de service public, comment il va payer son niveau de dépenses militaires, son rayonnement diplomatique et culturel. Voilà la vérité. Et je puis en parler, car je suis à Bercy, et je vois comment nous sommes obligés de procéder à l'ajustement. Donc, je crois que nous devrions être, sur ces sujets, j'allais dire, toujours à l'équilibre. Alors, ensuite, vous me posez des questions. Donc, sur les granulats, on va essayer de les faire entrer dans le code minier. C'était votre question, M. Sermier. Je vous réponds. Je coche au fur et à mesure, je réponds, pour ne laisser personne. Gestion après-mine, j'ai répondu à Mme Marcel. Madame Lacroute m'a posé la question de l'impact de l'exploitation. Le code minier va répondre à vos problèmes. Parce que vous allez en débattre avec une autorité indépendante, comme quand vous faites une autoroute qui passe au pied de votre église. Vous dites non, ça c'est pas raisonnable. S'il y a un débat public, les gens sont furieux, les élus prennent position. Je pense que l'autorité de délivrance du titre, de la DUP quand c'est une autoroute, et du titre minier va peut-être bouger. C'est fait pour ça. En tout cas, la prise en compte est parfaitement... c'est fait pour ça. Donc, je réponds, par exemple, à Madame la députée Dubois de la Sarthe sur le projet Variscan. D'abord, c'est un dossier qui a fait l'objet d'une concertation locale, mais vous ne le saviez pas. Moi non plus, d'ailleurs, parce que je le découvre. Et d'ailleurs, nous essayons dans ce dossier d'anticiper le code minier pour essayer de le faire mettre en œuvre. Mais nous voyons bien que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de règles. Donc, ça ne fonctionne vraiment pas. Et puis, on va essayer de faire toute la transparence que vous souhaitez et nous vous associerons. Je demanderai à mes équipes, mes services de vous associer, d'associer les parlementaires du département à ce projet pour que la population soit dûment informée et associée dans l'esprit du nouveau code minier dont nous souhaitons voir le jour. M. Favennec a évoqué la géothermie profonde. Nous pourrions peut-être éviter la géothermie que la géothermie de surface soit assujettie à des règles aussi lourdes. C'est la différence entre l'autorisation et la déclaration. On pourrait le faire comme ça. Quand vous faites de la géothermie sur votre zone pavillonnaire pour alimenter 30% de votre résidence, je pense qu'on n'est pas obligé de demander l'autorisation. Bref, c'est à voir avec le Parlement où est-ce qu'on place la limite du régime déclaratif et d'autorisation. Je crois vous avoir répondu. Sur M. Plisson, j'ai répondu. Sur M. Cotel, j'ai répondu, je crois. Alors, maintenant, les dossiers particuliers, et notamment Limonade. Bon, je vais répondre à Limonade. J'ai déjà réuni l'ensemble des partenaires. C'est un permis qui a été délivré le 3 mai 2012, c'est-à-dire quelques jours avant mon arrivée au ministère, et qui, de surcroît, a fait l'objet donc d'un arrêté de mon prédécesseur, M. Besson, arrêté qui a été notifié par fax, et non pas au journal officiel, à l'intéressé, c'est-à-dire à la société Rexma. Donc, il est créateur de droit. Voilà. La publicité n'étant pas nécessaire, c'est la notification qui vaut. Conséquence, nous avons juridiquement été dans l'obligation, en tout cas, quelle que soit l'opinion que nous pouvions nous faire de ce dossier, sous peine de recours assez coûteux pour les finances publiques, et ce sera, je vous le dis, quoi qu'il arrive, d'ailleurs que j'ai pris cette autorisation, que je ne l'ai pas prise, qu'on ne donne pas l'autorisation de travaux, qu'on la donne, nous sommes en situation de devoir répondre de notre violation des textes, parce que juridiquement, quels que soient les avis défavorables, c'est ça l'ancien code minier, eh bien, c'est juridiquement, nous considérons, c'est une position juridique fragile que de interrompre les travaux. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réuni tout le monde. Madame Berthelot était présente, les ONG, les élus, la société Rexma. Nous cherchons un compromis. D'abord parce qu'il y a des positions assez raisonnables autour de la table. Pourquoi? Parce que c'est un permis qui n'est pas dans le cœur protégé du parc. J'ai entendu des élus, d'ailleurs, qui ne souhaitaient pas, qui disent, vous savez, on a 2 habitants au kilomètre carré. On ne va pas sanctuariser cette zone pour une raison simple, c'est que de toute façon, s'il n'y a pas d'activité légale, puisque les ONG, disait-il, veulent sanctuariser cette zone, c'est le cas du président de région, par exemple, qui a dit ça,
c'est très simple, c'est les orpailleurs illégaux et clandestins qui vont mettre du mercure dans le sol. Bon. Donc, on peut ne pas s'en accommoder, on peut mettre un policier derrière chaque EVA, mais je pense que la nation n'aura pas les moyens. Donc, il y a aussi, je crois, à trouver l'équilibre. Donc, nous cherchons un point d'arrivée d'équilibre entre les différentes parties prenantes. Je dois vous dire que nous ne sommes pas au cœur du parc et que, par ailleurs, la décision, elle est juridiquement valable parce que le titre est antérieur, le titre d'exploration est antérieur à la définition du périmètre. Et donc, c'est un point sur lequel, en tout cas, nous sommes assez coincés juridiquement. Alors, si politiquement il n'est pas opportun, j'ai jugé qu'il n'était pas dans mon pouvoir de retenir une décision qui, juridiquement, était valable. Pour une raison simple, c'est que le code minier est mal fait. Voilà. Alors, est-ce que nous allons trouver une solution avec Rexma? Je l'espère. Nous y travaillons. Et pour que chacun, le maire de Saul, qui n'a pas de compétences minières, mais qui nous a quand même dit son point de vue, c'était intéressant. Lui dit veut bien l'exploitation de l'or à 10 km de son bourg, mais pas à 3. Ça s'entend. Ça peut s'entendre. Ce qui d'ailleurs relativise les critiques des ONG qui sont beaucoup plus radicales. Voilà. Donc nous pouvons arriver à un point d'équilibre dans ce dossier. Je fais ce que je peux avec ce dont j'ai hérité, monsieur le député Lambert, en vous remerciant de votre bienveillance. Est-ce que je n'ai pas répondu aux ressources marines? Là encore, bon, si vous évoquez les granulats marins, nous avons un besoin de connaissance des ressources. Là, il se trouve qu'il y a un dossier qui est en cours où je crois que les avis là sont favorables. Alors maintenant, je fais très attention, je regarde. Mais ce qui est de mon ressort, c'est normal, je regarde les avis. J'en ai retenu d'ailleurs un certain nombre de ces permis où il y avait un certain nombre de problèmes. Donc, nous faisons attention quand même aux considérations d'opportunité. Mais je dois vous dire que nous devrions faire un travail d'approche systématique de la façade maritime. Cela peut faire partie de l'extension des missions du BRGM. S'agissant des amas sulfurés, là, c'est une autre aventure qui nous en reparlerons dans 10 ans si vous et moi sommes encore là. S'agissant, peut-être voudrais-je terminer par la question de la politique européenne de l'énergie. Nous avons un débat national qui est aujourd'hui engagé sur la transition énergétique. Je voudrais juste vous dire que les États membres sont des cavaliers seuls. L'Espagne a 25 milliards de dettes sur les énergies renouvelables qu'elle ne sait pas financer, et c'est un pays surendetté parce que ça lui a coûté très cher et ne lui a pas rapporté ce qu'elle escomptait en tirer. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre le développement de ces énergies, bien au contraire, parce que cela fait partie d'un plan systématique que nous menons avec Delphine Batho à la tête de ce qu'on appelle les éco-industries. Néanmoins, les Allemands sont exactement dans la même situation de ne pas savoir comment financer leur énergie renouvelable, remplacement du nucléaire. Donc ces questions doivent être des leçons pour la France dans le cadre du débat énergétique. Alors, j'en profite puisqu'il m'a été posé des questions sur les éco-industries. Nous faisons un très gros travail parce que nous considérons que chaque filière est responsable de son économie circulaire et de la naissance de celle-ci. Je parlais du recyclage, je crois que c'est M. Leroy qui posait la question, mais que ce soit dans l'automobile, dans tous les grands biens de consommation, nous souhaitons accentuer la pression sur les fabricants et les producteurs pour que, d'abord, il y ait des interdictions d'exportation et que nous puissions laisser sur le territoire la matière première du recyclage et de la déconstruction. Ça, c'est la première chose. Nous avons engagé avec Manuel Valls une série de contrôles dans les casses illégales qui exportent des galettes de voitures comprimées sans exploitation ou réutilisation de l'acier, des plastiques et des matières réutilisables et recyclables. Évidemment, ce n'est pas très populaire parce qu'il y a un peu d'économie souterraine dans les territoires, mais il y a 750 000 VHU, véhicules hors d'usage, qui sont produits en France sur le territoire. Il y a une économie considérable à créer sur ce sujet-là. Nous y travaillons avec Delphine Batho. Je dois vous dire que nous avons engagé les filières dans le photovoltaïque, l'éolien offshore, les technologies de stockage d'énergie, la valorisation des déchets, l'efficacité énergétique. Dans tous ces domaines, nous avons engagé les filières à s'organiser. Nous avons créé des fonds de financement de solidarité pour les entreprises, la BPI y pourvoira. Et nous engageons et nous passons des commandes technologiques à chacun de ces secteurs en leur demandant d'écouter ce que l'État leur dit, en disant que nous faisons le choix de telle technologie, parce que c'est un choix que nous faisons avec eux.
Je dis souvent que mon ministère est le ministère du colbertisme participatif. C'est-à-dire que c'est à la fois une forme de dictature éclairée, d'origine monarchique, où on dit voilà ce qu'on veut, où on va, on assume notre leadership, mais il est participatif parce qu'en fait, ce sont les industriels, les syndicats et tous ceux qui sont associés dans la filière qui établissent les propositions. Lorsque nous avons rencontré la filière chimique, je leur ai dit où en êtes-vous de la chimie du végétal, de la biochimie, comment vous avancez sur le biodégradable et comment on vous aide, nous, par notre réglementation, par nos décisions, à éliminer tout ce qui est, importation, d'origine polymère d'hydrocarbures. Donc notre travail, c'est un travail à la fois réglementaire, financement, de leadership et de cap technologique. Nous le faisons dans l'automobile, l'aéronautique, donc nous le faisons y compris dans les éco-industries. Je serais ravi, Monsieur le Président, de revenir avec Delphine Batho pour exposer en détail, quand nous aurons bien avancé, dans chacun des compartiments de ces 18 sous-filières de ce qu'on appelle les éco-industries, notre avancée dans nos travaux pour que vous mesuriez concrètement à quel point nous sommes des écologistes convaincus. Peut-être, vous n'avez pas répondu, Monsieur le Ministre, à une question que je vous ai posée. Je veux, troisième siècle. Et je vais vous la, et je vais. Ah oui, alors, j'ai pas répondu à M. Albarello, c'est ça, je suis en train de me faire reprendre. Je ne peux pas vous donner une réponse, une raison simple, c'est que le pilote dans le gouvernement de cette filière est Madame Filippetti. Voilà. Donc vous interrogerez la ministre de la Culture, parce que les aides à la presse et les questions qui sont posées sont majeures par rapport aux décisions que nous prenons. Moi, je gère le CIRI, donc je gère les sinistres, comme vous le savez, je crois que vous en avez aperçu, mais les vrais choix politiques structurants, c'est elle qui les a, et c'est normal, parce que la question du pluralisme culturel est plus importante que la question économique quand même, en matière... Je mets le tout, puisque l'un est sous-traitant du reste et de l'autre. Excusez-moi, Monsieur le Président. Question à laquelle vous n'avez pas répondu qui concerne la compétence, puisque j'indiquais tout à l'heure que la réforme du code minier pouvait relever, oui, ça me paraît quand même important, pouvait relever, bien sûr, au fond de la Commission des affaires économiques pour le volet minier énergie, mais relever aussi de notre commission, puisqu'il s'agit quand même en grande partie d'adapter le code minier ou la législation minière au droit de l'environnement. Donc, est-ce que c'est la commission des affaires économiques qui sera saisie au fond? Est-ce que c'est notre commission? Est-ce que c'est une commission spéciale? Alors, le gouvernement a organisé un travail bipartite, c'est-à-dire où nous conjuguons nos efforts. Moi, je verrais d'un bon œil le soin que vous pourriez mettre à faire de même. C'est-à-dire finalement les intérêts économiques, les intérêts de l'écologie, du développement durable, de la protection de l'environnement travaillent ensemble, puisque c'est l'esprit du code minier. Donc si vous pouvez faire une commission bipartite, ou les deux commissions peuvent travailler ensemble, cela relève des choix d'organisation du président de l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas de commission bipartite, eh bien le gouvernement choisira. Mais en l'état, je trouverais utile que vous fassiez vous-même ce travail de connexion pour que nous puissions déposer le texte devant cette commission, soit l'état doc, soit les bipartites, c'est à vous de nous le dire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de nous avoir consacré autant de temps. Merci beaucoup.